Évidemment, quel bonheur de vous voir tous en Normandie. Il y a plus que Jean de Dionis qui vient de régions autres que la Normandie. Et donc, je voudrais leur dire à tous ces visiteurs amis que nous avons plaisir à leur avoir fait découvrir, vous savez, la subtilité de ce climat qui fait que le matin, on est dans la fraîcheur sensible de la bise et que l'on continue en milieu de journée, naturellement, par ces chaleurs torrides qui peuvent être notamment dangereuses pour les handicapés capillaires. Je le dis. Alors, on m'a demandé de dire quelques mots sur les territoires, réforme territoriale, et puis également quelques mots sur l'UDI, mais Hervé, en réalité, a déjà dit beaucoup de choses. Alors, sur la réforme territoriale, ça y est, quel bonheur, nous y sommes. Depuis 3 ans, nous avons entendu tout et son contraire. Et donc, la créativité française est bien là, et naturellement, nous arrivons à une cohérence d'ensemble remarquable qu'une fois de plus, nous pouvons affirmer le monde entier va nous envier. Les métropoles, bien sûr, vous l'avez compris, notamment avec sa symbolique métropole de Lyon qu'on nous a donnée en exemple, puisqu'on nous a dit que c'était la simplification, et qui, chacun l'a compris, a abouti à la création d'un département supplémentaire. Une métropole-département, à côté du département du Rhône, naturellement, la simplification y a beaucoup gagné. Les grandes régions. Ah, les grandes régions. Vraiment. Je ne parle pas de la Normandie parce que, pour, je crois, tout le monde, nous pouvons reconnaître qu'il y a une réalité géographique, il y a une réalité historique, il y a une réalité économique. Mais les autres, quel bonheur de voir Troyes qui va siéger à Strasbourg, quel bonheur de voir la Creuse qui va regarder dans la même direction que les Pyrénées-Atlantiques, ce qui est évidemment ô combien naturel. Et j'ose le dire, quel bonheur de voir le Bas de l'Aisne regarder maintenant directement vers Lille. Incohérence totale, mais j'y reviendrai. Le département, alors vous le savez, le département, il a d'abord été glorifié, ensuite on a voulu l'assassiner, enfin il est libéré par lui-même, avec le concours des... Arrêtons, vous connaissez. Je voudrais simplement dire que si effectivement aujourd'hui, le département dans les grandes régions paraît à beaucoup une absolue nécessité, l'assassinat n'est pas forcément terminé, car l'assassinat peut prendre demain d'autres formes, et notamment budgétaires. Et puis enfin, merveille des merveilles, nous arrivons à des intercoms dont on a courageusement fixé le seuil à 15 000. C'est vrai qu'avoir une norme de plus dans cette France différenciée, où 15 000 habitants en région parisienne, c'est tellement nécessaire, et où 15 000 habitants dans les zones de montagne, c'est une telle évidence entre deux vallées, que nous avons enfin un système qui se tient. Alors, quelques réflexions par rapport à l'ensemble de ces sujets. D'abord dire qu'on nous a bassinés avec le nombre de strates, et d'aucuns d'ailleurs continuent, ici et là, à gauche et à droite. Je voudrais simplement, puisqu'on a le droit de dire quelques idées non conformes et pas forcément politiquement correctes, je voudrais simplement vous rappeler que la zone d'Europe où il y a le plus de strates, c'est la Bavière. Et que la Bavière, de mon point de vue, n'est pas la zone qui se porte le plus mal aujourd'hui en Europe. Nous avons développé, nous développons en permanence une approche totalement technocratique. Je le dis bien, totalement technocratique, où on pense en permanence que la vérité vient d'en haut, où un certain nombre de têtes nous expliquent en permanence ce qu'il faut faire, et en particulier en bas. Et ces mêmes technocrates ne font aucune analyse d'impact sérieuse sur les décisions qui sont soumises pour aboutir en texte de loi et pour aboutir appliquées sur le territoire. Moi, je voudrais vous dire que j'ose effectivement affirmer que très souvent, la vérité peut venir d'en bas. Alors, nous avons également, il faut le dire, dans ces erreurs d'analyse, l'idée que, pour beaucoup, modèle du 19e, modèle du 20e, le puissant est le gros. Le puissant est le grand. Eh bien, je suis désolé de le dire et de le répéter. Le puissant,
L'efficace aujourd'hui, c'est le créatif, c'est le réactif et c'est le mobile. Et donc cette fascination pour des territoires immenses, qu'ils soient régions, qu'ils soient intercoms, je vous demande simplement de réfléchir au fait que vous pouvez mettre ici et là des moteurs de 2 chevaux dans des Rolls-Royce. Et un moteur de 2 chevaux dans une Rolls-Royce, eh bien je peux vous le dire, c'est peut-être beau de l'extérieur, mais ce n'est pas très efficace de l'intérieur. Comment se fait le développement des territoires? Le développement des territoires se fait autour de pôles, qui par cercles concentriques successifs irriguent. Mais lorsque le moteur est sous-dimensionné par rapport à l'ampleur du territoire qu'il a à développer, ça n'est pas un effet d'efficacité, c'est au contraire un éventuel recul en arrière. Et quand vous regardez dans ce découpage régional qu'on nous a montré, je suis quand même frappé de voir que la région la plus riche de France, la région Île-de-France, est aussi la région la plus petite en superficie, et c'est la région qui n'entraîne pas dans une réorganisation territoriale d'autres territoires qui pourtant pouvaient objectivement paraître intéressants. Je le dis en particulier, bien sûr, pour la Normandie. Car une région entre nous, Île-de-France-Normandie, quand on sait que Paris-Villemont ne peut le faire et le devenir que si elle a des aéroports, que si elle a des ports et qu'elle est ouverte sur la mer, eh bien c'était évidemment la Normandie qui était là pour pouvoir éventuellement réfléchir ensemble. Alors quand on regarde tout ça, je pense que cette réforme territoriale, elle nous montre un certain nombre de travers de la vie politique française. D'abord, l'erreur d'analyse. Mais comme elle est bien portée, on passe à côté. Ensuite, l'approche technocratique. Ensuite, la fascination pour les superstructures. Nous sommes culturellement en France fascinés par les superstructures parce que nous sommes dans les jeux de pouvoir et quand la superstructure existe, ce qui intéresse, c'est l'accès au pouvoir de la superstructure. Je suis désolé de dire que la modernité n'est pas là, n'est plus là. Et que la modernité, c'est ici la convention, ici le contrat, ici la souplesse, effectivement, des organisations qu'on met à travailler ensemble. C'est un vrai sujet, car à chaque fois que nous allons dans une direction qui serait la bonne, nous avons un pouvoir central qui nous fait revenir sur ce poids des superstructures qu'il rêverait même de voir se développer au niveau des régionales en copiant en région le modèle centralisateur normand. Et puis enfin le mensonge. Parce qu'en réalité, toutes les justifications qu'on vous a données au moment de l'ensemble de ces textes qui allaient réorganiser les territoires, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit on va simplifier. Eh bien je le dis non, on a menti. Non seulement on n'a pas simplifié, mais on est rentré dans un processus de complexité croissante. Et je le dis parce que j'en suis certain. On vous a vendu pendant des années une fausse querelle entre les départements et les régions. Je vous promets un vrai conflit entre les métropoles et les régions dans les 10 ans qui viennent. Et comme nous n'avons pas fait un modèle cohérent d'organisation des territoires, je peux vous dire que ce conflit, il est devant nous et on n'a pas fini d'en parler. Alors que va-t-il se passer dans les quelques temps qui sont devant nous? Les territoires vont changer. D'abord les communes nouvelles, elles sont ici ou là en développement. Moi je vous avoue que je n'y suis pas du tout opposé, bien au contraire, à partir du moment où c'est une vraie décision qui sont prises par les acteurs et qui sont concernés par les choix et les conséquences de ces choix. Ce sont les nouvelles intercos. 15 000, je le disais tout à l'heure. Quelle absurdité totale! Expliquez-moi en quoi 15 000 change la donne. Expliquez-moi comment on va construire dans un certain nombre d'aires rurales, où vous aurez 150 communes, un affectio societatis territorial et où chaque habitant aura le sentiment d'appartenir et de se développer dans cette structure. Donc nous avons effectivement à regarder ce qui se passera. Et puis nous avons, sachez-le, et je le dis avec une profonde tristesse, nous avons probablement devant nous, et je regarde Momo, nous avons probablement devant nous les difficultés financières extrêmes, pour ne pas dire la cessation de paiement d'un nombre croissant de départements, tant aujourd'hui la diminution des recettes au travers de l'effondrement des droits de mutation, la diminution des recettes au travers de la diminution des dotations de l'État, l'augmentation des dépenses, parce que dans des moments de crise économique, le champ de la solidarité est évidemment en explosion,
et dépenses également décidées d'en haut, mais payées par le bas. Je donne juste une illustration. Les transports scolaires modifiés suite au rythme scolaire, c'est pour un département comme le mien, une demi-journée de transport en plus, c'est-à-dire 1,5 million de dépenses. Alors quand on fait le cumul de l'ensemble de ces ressources en moins et de l'ensemble de ces dépenses en plus, oui, nous avons devant nous une crise majeure qui est celle, effectivement, de l'équilibre financier des départements. Et je vous le dis déjà, j'entends déjà les technos. Ben vous voyez, on a décentralisé. Regardez leur capacité à gérer effectivement ces territoires. Quel culot, quel mensonge, quand on sait que bon nombre des décisions auxquelles je viens de faire référence sont en réalité des décisions qui sont prises pour gérer le problème structurel, non pas des finances publiques de ce pays, mais des finances publiques de l'État. C'est parce que l'État français est incapable depuis 40 ans d'équilibrer un seul budget qu'il met en difficulté un certain nombre de territoires. Il nous faut, me semble-t-il, le dénoncer. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à faire, me semble-t-il, en particulier dans notre famille, une vraie réflexion sur l'actualisation de la décentralisation. Parce que les forces centralisatrices sont toujours au pouvoir dans ce pays et toujours en action. Vraiment, soyez-en totalement convaincus. Il nous faut donc réfléchir à ce qu'est aujourd'hui la subsidiarité. Il nous faut réfléchir à ce que les anglo-saxons, vous savez, résument très bien en quelques mots, le bottom-up par rapport au top-down. Oui, des vérités peuvent venir des territoires. Oui, des vérités peuvent venir d'en bas. Eh bien, nous sommes, me semble-t-il, la famille qui a capacité à le plus réfléchir. Et puis, nous devons également pousser notre réflexion sur ce que j'appelais tout à l'heure l'affectio societatis territoriale. C'est, me semble-t-il, essentiel. Car quand on veut que les territoires gagnent, eh bien, on le sait quand l'ensemble de ces acteurs sont convaincus de participer à une aventure collective tous ensemble. Alors, ici en Normandie, aujourd'hui, j'oserais le dire, et là peut-être par rapport aux Normands, je fais un rêve. Enfin, je fais un rêve. I have a dream. Yes, indeed. The sun is shining. Eh bien, c'est que sur ces problèmes de décentralisation, sur ces problèmes de relations à construire, dans le respect des uns et des autres au niveau des collectivités, entre les collectivités territoriales, les départements et les régions, eh bien, nous ayons cette capacité à, avec Hervé demain, avec mes 4 collègues présidents de département demain, nous construisions un modèle normand de décentralisation assumée, de décentralisation réalisée, de décentralisation forte, modèle peut-être pour les autres. Alors on m'a dit de dire quelques mots sur notre UDI. Je voudrais peut-être simplement dire que, pour reprendre aussi peut-être quelques propos, moi la question que je me pose, vous savez, c'est d'où venons-nous et où en sommes-nous, où allons-nous? D'où venons-nous? Je vais être bref, Jean. Je vais être bref. Le chemin était long et la pente était forte, certes. Certes. Mais je pense quand même que nous avons accompli collectivement un chemin qui était un chemin difficile. Parce que entre nous, rassembler les centres, ou plus généralement les modérés, n'est pas quand même un exercice simple. N'est pas un exercice simple. Et nous avons fait des regroupements, nous avons participé à des élections, Catherine le disait tout à l'heure, que ce soit les municipales, que ce soit les sénatoriales, que ce soit les départementales, oui, nous avons fantastiquement progressé et nous l'avons fait tous ensemble. Et je le dis évidemment, particulièrement en Normandie quand même, sur les 5 départements, 3 présidents des 5 départements sont effectivement de notre famille politique et nous espérons demain que le président de région sera de notre famille politique. Donc le chemin réalisé est intéressant. Mais où nous en sommes? Et quels sont les chemins et épreuves à parcourir? Moi, je voudrais d'abord vous dire que je suis absolument convaincu que nous devrions vraiment faire ce qu'on fait en matière de recherche, vous savez, c'est-à-dire à la fois développer la recherche fondamentale
et à la fois développer la recherche appliquée. La recherche fondamentale, c'est en réalité, en permanence, essayer de faire avancer la réflexion conceptuelle. Nous avons besoin de réflexion conceptuelle absolument permanente, et je trouve que nous sommes assez faibles aujourd'hui par rapport à des préoccupations court-termistes compréhensibles, mais qui ne sont pas suffisantes, effectivement, pour nous faire progresser à l'avenir. Et puis, il y a la recherche appliquée, c'est donc naturellement les programmes. Nous avons un petit peu de temps pour cela, mais là encore, je pense que nous devrions nous mettre à la tâche pour savoir sur les grandes échéances qui sont devant nous, au-delà des régionales, qu'est-ce que nous voulons réellement faire ensemble et mettre en place ensemble. Et puis, naturellement, une famille politique, elle gagne. Elle gagne quand elle a un leader, elle gagne quand elle a un projet, elle gagne quand elle a une équipe soudée. Et là, nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger, sincèrement, concrètement, loyalement. Où en sommes-nous du leadership? Où en sommes-nous du programme? Où en sommes-nous des équipes soudées? Je ne suis pas inquiet pour les régionales, en tout cas ici. Je pense que la famille, globalement, avec 3 têtes de liste régionales sur 3 régions gagnables. Donc si on part de 13 régions, et si on pense qu'il y en a 7-8 qui sont gagnables, savoir que nous en aurons 3 en tête de liste, c'est un résultat, qui est un résultat satisfaisant. Donc je suis relativement optimiste, sachant que rien n'est fait, que rien n'est gagné, et qu'il faut que nous nous battions collectivement les uns et les autres jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 13 décembre. Et puis il y a l'après. Et Hervé en a dit un mot, c'est notamment, évidemment, la question des primaires. C'est un vrai sujet. La seule chose que je voudrais dire en ce qui me concerne, et ça rejoint naturellement des propos déjà tenus, c'est que nous n'avons pas le droit, évidemment pour la présidentielle, de participer à une division qui ferait qu'un candidat de notre camp, au sens large, ne participe pas au 2e tour. Et nous devons, dans le cadre des primaires, nous poser la question avec intelligence de savoir que de notre comportement, nous devrions avoir la capacité de déterminer le candidat qui nous va le mieux ou le moins mal. Le mieux ou le moins mal. Et donc pour ça, oui c'est vrai, les régionales vont venir vite, et je pense qu'il faut que nous nous mettions assez rapidement autour de la table pour y réfléchir et trouver les meilleures solutions. Voilà, le soleil se couche. C'était un bonheur d'échanger avec vous.